Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma review de cet épisode 101 de Dragon Ball Super. Alors même s'il y avait quelques petits problèmes, on va en reparler par la suite, j'ai adoré cet épisode-là. En tout cas, je l'ai nettement préféré à l'épisode 100 de la semaine dernière. La semaine dernière, je vous avais dit, c'était un épisode, d'après moi, plutôt moyen. Et là, je n'ai pas trouvé qu'il était excellent, mais j'ai trouvé qu'il était très bon. Et qu'il combinait pas mal de bonnes choses qu'on a l'habitude de voir dans Dragon Ball, et de les rassembler un petit peu en un seul épisode, et j'ai trouvé ça super cool. Alors, on commence dans cet épisode 101 très simplement, à vrai dire, avec cette fameuse Kale qui se réveille de son chaos de la part de Jiren, un chaos monstrueux qu'il lui avait foutu. D'ailleurs, c'était quand même un petit peu bizarre que Jiren n'ait pas réussi à la faire sortir de ce ring-là. Bon, la mise en scène était un petit peu bizarre, on comprenait pas si c'était Caulifla qui l'avait rattrapée vraiment par elle-même, ou si elle était tombée près de Caulifla, enfin bref. Et du coup, moi, ce qui m'étonne déjà, c'est que Kale se réveille si vite. En même temps, vous allez me dire, on ne sait pas combien de temps il a passé depuis l'épisode 100 et l'épisode 101. Mais en tout cas, il s'est forcément passé moins de 40 et quelques minutes. Et je trouve qu'après s'être pris un chaos si puissant de la part de Jiren, ça me fait bizarre de voir Kale se réveiller au bout de quelques minutes comme ça à peine. Et c'est vrai, la dernière fois quand je vous ai parlé de ça, vous avez été nombreux à me dire « Oui, mais c'est normal Saikyo, t'as pas compris, c'est les scénaristes, ils ont besoin de Kale dans le tournoi. » Oui, non, mais je suis d'accord avec vous, je l'ai bien compris. Mais c'est juste que quand vous mettez un élément, faut quand même s'y tenir à peu près concrètement. Et vu la rouste énorme que s'est pris Kale, en plus elle était dans sa forme Brolyesque là, du coup elle avait carrément perdu ses esprits. Donc normalement dans ces cas-là, c'est le blackout complet et ça doit durer plus longtemps. Et aussi en parlant de temps, une chose bizarre, j'ai envie de vous dire, c'est que dans cet épisode-là, et c'était pareil dans l'épisode 100, on n'a eu aucune notion du temps. Où est-ce qu'on en est justement dans cet avancement du tournoi du pouvoir? Combien de minutes en temps terrien il reste pour en arriver à bout et tout ça? Il nous a rien été montré, pas même le pilier qui serait descendu, c'est un petit peu bizarre, hein. Surtout qu'on se rappellera bien que dans le tout premier épisode de ce tournoi du pouvoir, on nous avait sorti qu'une seule minute venait de se passer. Et je crois que dans l'épisode suivant, il nous avait sorti un truc comme quoi 5 minutes là venaient de se passer, et après plus aucune nouvelle. Ça me paraît vraiment étrange qu'on nous dise un jour il s'est passé tant, et pendant 2 épisodes on nous dise rien. Bon, à part ça, on a Goku qui fait face à Jiren. Alors là, ce que je vais vous dire, vous allez rire, mais on s'en fout. Il n'y a rien de grave, c'est même plus drôle. J'ai trouvé assez étonnant la proximité quand on a un plan de loin sur Jiren et Goku qui se regardent. Ils sont vraiment collés, j'avais l'impression. D'habitude, quand deux gars dans Dragon Ball se regardent en duel, ils sont quand même un petit peu plus éloignés. Rappelez-vous de Hit et Jiren la semaine dernière, quand ils se sont mis à se regarder face à face et qu'ils allaient presque se taper dessus. Ils étaient à une distance raisonnable. Là, je les ai trouvés vraiment collés. Enfin bon, on s'en fout complet, mais c'était juste pour vous en parler. Et du coup, forcément, on s'y attendait, on savait que le combat de Jiren contre Goku n'allait pas se lancer, il n'arrête pas de nous le teaser, mais ça ne sera pas pour le moment. Et la manière dont je l'ai interprété, j'ai un petit peu compris ça, comme quoi Jiren regardait Goku du genre « Non, t'es pas encore prêt ». Bon, en tout cas, prêt ou pas, on a Toppo qui fait irruption et qui balance son Justice Flash sur le dos de Goku. Et Toppo se met à parler à Jiren en lui disant « Écoute, on va économiser notre énergie, j'ai sélectionné 5 Pride Troopers ». Qui vont se le faire et c'est bon, c'est réglé. Alors je trouve que Toppo n'est pas con parce que économiser son énergie, il faut le faire. Mais en même temps, la manière dont il a organisé ça était un petit peu bizarre parce que Toppo est le Pride Troopers qui est le mieux placé parmi tous et il est presque le combattant le mieux placé parmi tous les univers pour savoir à quel point Goku peut être fort. Et si on se rappelle bien, il y a quelques épisodes en arrière, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'était aux alentours de la naissance de Bra. Et c'était aussi dans un épisode dans lequel on voyait Toppo dans son bar là de l'espace là dans l'univers 11. Et de son côté, on avait Goku qui disait à Vegeta, viens avec nous au tournoi du pouvoir parce que dans l'univers 11, il y a un gars qui est au moins aussi fort que moi dans ma forme Blue, et dans ma forme Blue, je ne suis même pas capable de pouvoir le battre. Et derrière, on avait Toppo qui discutait aussi avec Casseral de mémoire, en lui disant « Là-bas, là, dans l'univers 7, il y a ce dénommé Son Goku. Sincèrement, je ne suis pas sûr de pouvoir le battre. » Donc clairement, Toppo devrait savoir que ces 5-là, les Casseral et compagnie, ne devraient pas faire le poids du tout face à Goku. Parce qu'en gros, Toppo devrait se dire « Est-ce que je suis capable, à moi tout seul, de battre cette brochette-là de 5 Pride Troopers ?» Et logiquement, Toppo devrait savoir qu'il est plus fort que ces 5-là réunis. Donc les envoyer sur Goku était un mauvais choix. Même si le choix d'économiser son énergie était plutôt pas mal dans le fond. Bon, en tout cas, en attendant que ces 5 Pride Troopers, on a eu Goku qui est revenu à la rencontre sans le faire exprès de Caulifla et de Kale, avec Caulifla qui croit que Goku est venu pour finir le travail, mais Goku n'est pas comme ça, il aime les combats à la loyale. Si Kale était resté dans son mode Broly, il serait revenu à la charge, mais là non. Et on a eu cette petite phase de mise en avant de Kale de la part de Caulifla, et ça j'ai bien aimé, parce que ça permet au personnage de Kale d'évoluer, mais ça permet aussi de montrer que le personnage de Caulifla évolue. Parce que c'est vrai que quand elle est dans la flamme du combat, j'ai envie de dire, je sais pas comment dire ça, quand elle se battait par exemple la semaine dernière contre Goku en CJ2, on sentait que Caulifla presque elle perdait la tête, elle regardait Kale presque comme un déchet, au lieu de la regarder comme son ami, sa protéger. Alors que Caulifla, quand elle est sous sa forme normale, elle est très protectrice pour Kale. Caulifla, on dirait presque un mélange du caractère des Saiyans de l'univers 6 et des Saiyans de l'univers 7. On dirait pas vraiment qu'elle est de l'univers 6 forcément. Elle a vraiment cet aspect très combatif comme les Saiyans primitifs de l'univers 7. Et c'est ça qui fait que dès qu'elle est dans le vif du sujet, le vif du combat, elle oublie
ses émotions et l'aspect amical pour sa protéger, etc. Et c'est un petit peu dommage et j'espère que ça va évoluer, mais de toute façon, je pense que cet épisode 101 nous en a montré déjà quelques preuves. Et en attendant, on a donc la présentation de 5 nouveaux Pride Troopers, enfin nouveaux plus ou moins, en commençant par Kasseral. Dans les spoilers de cet épisode 101, il nous avait été annoncé comme étant le leader et l'unique leader des Pride Troopers. On a bien vu que ça n'a pas été le cas aujourd'hui, et au final, je pense qu'on peut retomber sur la vision que je vous avais proposée, en vous disant, je pense que Kasseral est plutôt un leader opérationnel, un leader de guerre, si vous voulez, de tous les guerriers inférieurs, on va dire, qui se trouvent dans les Pride Troopers, mais que le vrai rôle de leader est adressé à Toppo. Et du coup, ces Pride Troopers se présentent un peu comme le commando Guignou, on avait bien compris qu'il se la jouait un petit peu pareil, avec le moustachu, qui a la tête un petit peu bleutée, la verdâtre presque, qui s'appelle Tupper. Et quand on entend le japonais le dire, on entend plus un truc du genre Tapa. Ensuite, la petite coccinelle bleue là, avec des cornes, s'appelle Zoira. On a la femme violette qui s'appelle Cocotte, on le savait déjà. Et l'espèce d'humanoïde grenouille, je sais pas trop quoi, il s'appelle Ketol. Et ça confirme exactement ce qu'on avait déjà compris de la part des Pride Troopers. Vous savez, dans Dragon Ball, vous le savez tous déjà, je pense, les noms des personnages, de la quasi-totalité des personnages, sont issus de nourriture ou de boissons. Comme par exemple les Saiyans, les légumes, et comme par exemple les Akaishin et les anges, ce sont les noms d'alcool. Et bien pour ces Pride Troopers, là c'est pas vraiment des noms de nourriture, mais ce sont des noms d'ustensiles de cuisine. Kasseral, c'est casserole. Cocotte, c'est une cocotte, vous avez bien compris. Ou si je prends par exemple Kettle, celui-là qui a la peau verte, c'est pour l'anglais de kettle, qui veut dire bouilloire. Et c'est pareil pour tous, pour Dispo, pour Toppo, pour Jiren, c'est tous pareil. Je vais pas tous vous les faire, mais tous ils ont un nom qui renvoie vers des ustensiles de cuisine. Et je vais vous faire une minute de recyclage d'une théorie que je vous avais proposée il y a longtemps, en vous disant que si il a été donné un nom d'ustensile de cuisine à ces bonhommes-là, je pense que c'est pour faire comprendre que tous leurs adversaires portent des noms d'aliments. Et qu'est-ce qui est plus fort que l'aliment, mis à part celui qui va le manger? Il y a aussi l'ustensile qui va le manipuler à sa façon, le faire cuire, le faire rôtir. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Le découper. Alors, je sais que c'est drôle, mais je pense que c'est ça qui a voulu être montré. Donc, en gros, méfiez-vous de ces Pride Troopers, parce que tous ces bonhommes qui portent un nom de bouffe, eux, ils peuvent, les massacrer. Vous voyez, c'est un peu une espèce de métaphore à la con, et les Japonais aiment bien ça, il faut le dire. Et donc, je pense aussi que selon le nom qu'ils portent et à quoi ça renvoie, ça peut aussi montrer leur niveau de puissance. Parce que ça correspond bien, de mémoire, Dispo, c'est l'espèce de broyeur à nourriture, je crois. On a Toppo et Jiren qui est renvoyé vers de gros ustensiles de cuisine. Vous savez, les cuisinières, là où vous mettez la casserole, machin dessus. Donc, eux, carrément, c'est l'ustensile qui rassemble d'autres ustensiles, vous voyez. Donc, il y a vraiment cette logique-là, je pense, même si ça nous est montré, comme on le voit maintenant, de manière très débile, avec ces gars qui prennent la pause dans tous les sens. Et derrière, on en arrive sur une scène très intéressante, mais qui était tellement courte. Et j'en attendais tellement plus de ça. Et je pense que ce sont les spoilers qui m'ont mis trop de hype par rapport à Kame Sennin, Tortue Géniale, qui a mené un très beau combat dans cet épisode 101, même si les passages d'animation étaient repompés de quand il s'entraînait il y a quelques épisodes en arrière sur la tour Karine, mais bon, ça c'est pas grave. Il a fait le fameux Bankoku Bikurisho, son attaque qui électrifie les gens et qui permet en quelque sorte de les paralyser, parce que l'électricité ça passe à travers les nerfs, donc je pense qu'il n'y a pas grand chose qui fait plus mal dans le corps humain que les douleurs nerveuses. De toute façon, la douleur elle-même est transportée par les nerfs dans le corps, donc vous voyez, il n'y a pas forcément pire. Et je pensais vraiment, d'après les spoils, qui nous disaient que cette semaine Kame Sennin se bat comme un jeune machin, on voit qu'il a progressé, enfin des conneries comme ça, je me suis dit putain, il va vraiment se faire des gars, ou il va se taper au corps à corps, etc. Au final, non, il n'aura fait qu'une attaque, mais elle était super réussie, ça c'est clair. La mise en scène était vraiment sympa, et en plus ça mettait en avant quelques aspects stratégiques, comme quoi Kame Sennin peut paralyser totalement son ennemi, même s'il est peut-être plus fort que lui au combat. Je suppose que ce mec qui a la même silhouette que celle provenant de l'univers 3 doit être plus fort au corps à corps que Kame Sennin, je pense. Mais Kame Sennin a quand même réussi à le paralyser, et Kame Sennin a dit une chose importante, il a dit c'est bien beau, je fais ça, mais par contre moi je peux pas bouger, je peux rien faire. Et là il a dit, mais par contre, et c'est là qu'on a eu Tenchin Han qui est arrivé, qui a fait le super Kiko sur ce gars-là, et qui bien sûr l'ont injecté grâce à leur travail d'équipe. Et ça, ce sont bien sûr des choses qu'on avait entrevues ensemble sur la chaîne depuis des mois. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir mes vidéos sur Tenchin Han et Kame Sennin dans le tournoi du pouvoir, elles sont toujours dispo sur ma chaîne. Dedans ces vidéos, je vous faisais la liste des techniques principales et spéciales de ces deux gars-là, mais j'essayais aussi de vous dire comment elles pourraient fonctionner en association. Et c'est pour ça que, de temps en temps, sur la chaîne, je vous propose des vidéos par rapport à cet aspect de coopération. Par exemple, je vous en ai proposé une qui s'appelle « Comment battre le Daishinkan », le quad Mafuba, c'est-à-dire le Mafuba A4. Donc comme quoi, une technique qui seule a ses défauts, si vous êtes plusieurs pour la combler, c'est bon, elle devient presque parfaite. Et j'espère vraiment que la Toei ira dans ce sens-là, parce que ce type d'association, je veux vraiment en voir beaucoup plus, et mettre en avant cette complémentarité des attaques auxquelles ces gars-là n'auraient pas forcément pensé dans le passé. Bon, au passage, je sais pas s'ils ont fait un petit clin d'œil à Cell, parce que rappelez-vous que Tenchin Han avait quand même nettement mis à mal Cell deuxième forme à l'époque, dans Dragon Ball Z l'animé ou les tomes de Dragon Ball, grâce à son fameux Super Kiko. Donc, est-ce qu'ils ont fait exprès de mettre un gars qui ressemble à Cell
et qu'il se fasse éliminer par le super Kiko de Tenshin Han pour nous rappeler un petit peu ces émotions et ces sensations-là, je sais pas, mais ça m'étonnerait pas. Honnêtement, la Toei aime bien ce genre de choses. Et derrière, au final, on a un rassemblement de cette Team Z. Comme par hasard, dès que la menace est passée, il y a Gohan, tout le monde arrive, Piccolo, machin, alors qu'on les attendait un petit peu 5 minutes avant, quoi. On se demande aussi comment et pourquoi ils ont été séparés, j'aurais bien aimé savoir comment ça se fait. Et honnêtement, ça aurait été facile à mettre en scène, 2-3 vagues de ki de la part de Kale en mode Broly, qui séparait la Team Z, voilà, c'était vite fait, bon, tant pis. Et vous avez été nombreux à me parler de lui. Eh ben, il est enfin là, il se montre, c'est bien sûr Freezer, qui n'est toujours pas dans sa forme Golden, après tout, il n'en a toujours pas besoin. Mais je vous ferai remarquer à quel point il est serein. Il est entouré de gars super forts et qui sont nettement plus forts que lui dans sa forme non golden, on va dire, et pourtant il ne l'utilise toujours pas. Et même si c'est risqué de sa part, ça donne un côté assez classe quand même pour lui. Et d'une manière un peu étrange, Freezer débarque comme ça en tenant par le crâne celui que je considère comme étant le leader au niveau du combat de la team Univers 10, et il l'élimine très facilement aussi. Ce fameux Murichi, les japonais disent Murichimu, vous le dites comme vous voulez, vous savez que moi je m'en fous des prononciations. Du moment où on se comprend, c'est vraiment l'essentiel. Et on a une petite phase qui servait à pas grand chose entre Vegeta et Freezer. Vegeta qui lui dit c'est ma proie, laisse-le, machin. Freezer qui l'élimine, un peu pour faire chier Vegeta. Au passage, Vegeta, on sait pas comment il s'est sorti de son affaire avec Botamo, Magetta et surtout Kiabe, parce que les deux étaient en face à face. Il y a Kiabe qui est arrivé en mode beau gosse, vas-y Shishio, on va se le foutre sur la gueule. Au final, le Shishio, c'est bon, c'est fini. C'est un petit peu bizarre et j'ai vraiment l'impression dans ces cas-là, quand on voit des combats qui sont lancés, qui sont coupés pour rien, que la Toei Animation essaye juste de combler des vides comme elle peut, en essayant de faire progresser l'épisode. Je dis pas que c'est nul, et je comprends très bien qu'ils aient besoin de faire ça, mais il y a un petit peu de frustration des fois de voir un combat se lancer et de pas se terminer, et ça a été souvent le cas dans ce tournoi du pouvoir. Je comprends bien que c'est une battle royale et que les combats tournent, mais généralement quand vous lancez un duel, après, normalement il est censé être engagé et se terminer que quand un des deux se fait éliminer, ou alors une séparation par quoi que ce soit, mais là c'est quand même bizarre. Bon, ensuite, on a encore une vue sur le Godpad et ma vidéo tarde énormément sur ce fameux Godpad, mais petit à petit, voilà, j'essaie de trouver des éléments parce que ça change encore, il y a des détails qui changent dessus, des images, etc. qui changent. Donc au final, ça sert à rien que je vous propose une analyse par rapport à une image si 2-3 épisodes plus tard, l'image change. Faut que je comprenne pourquoi il y a des choses qui changent sur ce Godpad. J'ai quelques pistes, mais je veux pas en parler parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi non plus. Mais dès que j'aurai quelque chose d'assez concret, ne vous inquiétez pas, je vous proposerai la vidéo. Et du coup, on poursuit sur ce tournoi du pouvoir. Alors malheureusement, je n'ai pas pu avoir ma traduction officielle de la part du site Crunchyroll USA comme d'habitude. Du coup, j'ai essayé de rassembler pas mal de traductions de gars que je considère comme étant sûrs sur internet. Et n'hésitez pas à venir me dire si vous avez vu cette info-là dans vos traductions, parce que j'ai eu plusieurs traductions qui ne disaient pas forcément la même chose. Et étant donné que le site, là, Crunchyroll USA ne fonctionne pas jusqu'à présent, j'ai pas pu confirmer l'info. Mais en tout cas, à prendre avec de grosses pincettes, il aurait peut-être été dit par les deux Ino qu'ils commençaient à s'ennuyer. Donc, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que je sais pas si ça a vraiment été dit. Mais si c'est le cas, ça peut être révélateur de quelques trucs intéressants. Comme quoi, peut-être que le tournoi du pouvoir, les règles vont changer ou la durée du tournoi va changer aussi, peut-être qu'il va être raccourci, ou que les deux Zénos vont péter un câble d'un coup et dire on va péter tant d'univers parce que vous servez à rien, ou un gros bouleversement du genre c'est bon, allez les Akaishin, vous foncez en plein milieu, vous foutent sur la gueule aussi. On peut avoir pas mal de choses intéressantes qui pourraient venir mettre du gros piquant dans ce tournoi-là, venant de la part des Zénos. Bon, vous me direz en zone commentaire si ces mots ont été prononcés de la part des Zénos. Honnêtement, j'ai pas pu mettre la main sur ces fameuses trades et c'est pour ça que j'y tiens, c'est pour ça que j'ai pris un abonnement à ce fameux Crunchyroll USA, c'est pas parce que j'ai un partenariat, les mecs qui sont en Amérique ils me connaissent pas, mais au moins j'ai les traductions de la Toei Animation et là ça m'a vraiment fait chier de pas pouvoir les avoir. Bon, tant pis. En tout cas, on poursuit, et on a le fameux Tappa de l'univers 11, je préfère dire Tappa que Tupper honnêtement, qui au final c'est lui qui a changé de visage et qui a fait en sorte d'avoir cette espèce de masque qui ressemble presque à un masque d'Halloween. Je ne sais pas pourquoi il fallait qu'il mette cette espèce de masque sur lui pour devenir plus lourd. Bon, c'est vrai que c'est un petit aspect tête de pierre, ça fait un petit peu penser à l'autre là qui a une tête en pierre dans les 4 Fantastiques, je sais plus comment il s'appelle. Donc je pense qu'ils ont voulu mettre cette espèce de masque sur lui pour nous faire comprendre qu'il était en train de s'alourdir. Et au final, même si on l'a pas vu de nos propres yeux, je sais pas si vous avez entendu Tappa parler, il a dit à Goku tu as baissé ta garde alors je t'ai attrapé. Je sais pas combien de fois ils vont nous refaire cette histoire du Goku a baissé sa garde donc il se fait avoir bêtement, mais au bout d'un moment il faudrait qu'il apprenne de ses erreurs comme Goku l'a toujours fait dans Dragon Ball. Bon ensuite, Zoira, l'espèce de coccinelle teigneuse comme j'aime bien l'appeler, fait la Justice Tornado, une connerie comme ça. En gros il se prend pour Kiba de Naruto. Et je trouve que c'était une très très belle attaque en combinaison de la part de ces deux Pride Troopers. Et une chose que je félicite dans cet épisode-là, c'est qu'il y a eu de la prise de risque. C'est-à-dire qu'il a été donné à ces personnages-là des attaques plutôt originales, en tout cas originales dans Dragon Ball. C'est vrai que si vous allez piocher dans d'autres animés, mangas ou même des comics ou je sais pas quoi, ces types de techniques-là, vous allez les retrouver.
mais au moins ça a apporté un minimum de fraîcheur dans Dragon Ball. C'est un peu comme il y a quelques épisodes en arrière quand on a vu les Akaijin se battre entre eux et qu'ils ont fait des techniques visuellement qui étaient différentes. Ça fait du bien, je trouve, à voir ça dans Dragon Ball, et on a vraiment l'impression de voir quelque chose de nouveau et pas juste du repompé, du recuisiné, vous voyez. Dites-moi en zone commentaire si vous êtes d'accord avec ça, mais moi je trouve que ça fait vraiment du bien à l'avancement de la série Dragon Ball, même si ça n'impacte pas le scénario en lui-même, mais ça fait plaisir à voir. Bon, derrière on a Caulifla qui se bat sous sa forme normale contre le fameux Kettle. Au passage, Kettle se débrouille plutôt pas mal au corps à corps vu qu'il arrive à esquiver tous les coups de Caulifla. Bon, Caulifla en forme de base, c'est pas la meilleure des guerrières qu'on ait jamais eu, mais c'est quand même pas mal, je trouve. Je pense qu'il ne faut pas la sous-estimer du tout. Et en parlant de technique originale, Kettle en fait une aussi. D'un coup, il arrive à générer pas mal de boules de ki dans le ciel, bleutées, violacées, en plus avec des espèces d'effets électriques qui les rejoignent les unes les autres. J'ai trouvé ça aussi très très cool à voir. Franchement, cette technique-là, si c'était un Akaijin qui la faisait, je pense qu'on serait tous en train d'admirer le truc. Forcément, bien sûr, si c'est un Akaijin qui l'a fait, il y aurait une meilleure mise en scène et de plus gros impacts, mais on s'est compris. Et derrière, on a Cocotte qui s'en prend alors à Kale et qui la fout dans une espèce de dimension. Bien sûr, Kale, sous sa forme de base, ne sert toujours à rien et c'est un petit peu dommage. Il a bien été dit dans les diverses traductions que j'ai pu récupérer que c'était bien une sorte de dimension que pouvait créer Cocotte et c'est plutôt pas mal. Après, c'est dommage qu'on n'ait pas eu un petit peu plus d'explications sur comment elle pouvait créer ça ou quoi que ce soit, sachant que déjà elle a une tête qui est un peu bizarre et qui fait forcément penser au Makaioshin, même si je ne pense pas qu'elle en soit une, sinon on nous l'aurait déjà dit forcément. Et en plus faire participer des dieux, parce que les Makaioshin en quelque sorte sont des divinités. À leur manière, on va dire, pour le moment c'est interdit, donc bon voilà, on s'est compris. J'aurais aimé en savoir un petit peu plus, parce que derrière on a Kasseral qui dit un truc qui contredit ce que vient de dire Cocotte. Cocotte dit qu'elle crée une nouvelle dimension, et Kasseral parle de Cocotte l'illusionniste dimensionnel. Pour moi, illusion, ça veut dire que c'est pas vraiment vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va reparler par la suite, mais je pense vraiment que Cocotte a fait une vraie dimension, comme elle le dit, et on aura Goku qui va essayer de se téléporter dedans et ne pourra pas le faire. Donc clairement, je pense que c'en est une. Et là, maintenant, d'une manière très classe, ça permet l'arrivée de C17 et C18 face à Kasseral. En plus, C17 lui fout un coup de pied en pleine gueule, pas très puissant, mais ça fait quand même son petit effet et ça surprend. Kasseral fait bien mention du fait qu'il ne les a pas sentis arriver derrière lui, mais par contre, c'est un petit peu dommage qu'on n'a pas eu d'informations sur les capacités ou la nature de Kasseral. C'est-à-dire, est-ce qu'il est un cyborg, est-ce qu'il est un androïde, un robot, un humain, sauf qu'il aurait juste un implant sur l'œil? Ça ne nous a pas été dit, mais vu qu'il a été si étonné que ça, qu'il ne pouvait pas sentir le ki de C17 et C18, je pense que lui doit dégager du ki, contrairement à eux. Donc je ne pense pas qu'il soit si robotisé que ça au final. Et derrière, Kasseral se met à créer deux lames de ki qui ressemblent à celles de Végétaux, qui ressemblent à celles de Zamasu, un peu aussi à celles de Goku Black, et j'ai presque envie de vous dire que j'ai été un petit peu déçu de la puissance de ce Kasseral. J'aurais vraiment pensé qu'il était quand même plus puissant que ça. Je m'attendais pas forcément à un gars du niveau Topo, mais quand même à quelque chose qui tienne un minimum la route, et durant sa petite altercation avec C17 et C18, on a bien vu que ces deux frères et sœurs jumeaux n'avaient vraiment pas de mal à l'esquiver, ils étaient vraiment quasi au minimum. Et en plus d'un coup de regard, C17 et C18 ont compris que C17 pourrait suffire à se faire Kasseral, et C18 est même parti. Alors que sincèrement, je m'attendais à un combat nettement plus long entre ce Kasseral C18 et C17, et quelque chose qui les mettrait nettement plus en difficulté. Au passage, comme je vous avais dit dans mon analyse de preview d'épisode 101, je vous disais, est-ce que C18 va se faire éliminer ? Et j'avais peur que Kasseral élimine C18. Et comme je vous avais dit dans cette vidéo-là, je craignais que ça arrivait, j'avais pas envie que ça arrive. Et heureusement, ça n'est pas arrivé. Et je voulais mettre ça au clair avec vous parce que, et de toute façon, c'est normal, ça fait qu'un an que je suis sur YouTube, donc on apprend encore à se connaître. Mais vous allez voir que au niveau des prédictions, je suis quand même des fois un petit peu bizarre comme personne. C'est-à-dire que souvent, vous allez me voir être content que mes propres prédictions ne se soient pas réalisées. Tout simplement parce que je ne fais pas mes prédictions pour satisfaire mon ego, mais je fais mes prédictions simplement par rapport à ce que j'analyse et par rapport aux conclusions que je peux en tirer. Et même si l'objectivité 100% n'existe pas dans ce monde, je pense, j'essaye quand même de l'être un maximum. Et du coup, quand je vous propose des idées et des prédictions ou des théories, appelez-le comme vous voulez, ça ne veut pas dire que moi, dans ma tête, j'ai envie que ça se passe. C'est juste qu'il y a des éléments qui font penser que ça va se passer comme ça. Et au final, c'est une satisfaction pour moi que C18 ne se soit pas fait éliminer. Parce qu'au moins, elle n'est même pas restée dans ce combat-là, et je trouve que c'était une bonne décision de le laisser en 1 contre 1 contre C17. Au moins, on ne se pose pas de questions sur les niveaux de puissance qui est le plus fort, la moins forte entre C17 et C18, à faire régler au moins, et ça permettait de mettre C18 en avant un minimum de temps. Si elle sortait déjà, ça augmente le côté dramatique de ce tournoi, mais en même temps, on se serait dit qu'elle aurait vraiment servi à rien. C'est pour ça que je suis content qu'elle est toujours là. Et pendant ce temps, on a Vermouth, le Akaishin de l'univers 11, qui parle un petit peu pour rien dire. Au final, il va l'avoir dans l'os, on l'a très bien vu. Et on a C17 qui s'en sort très très bien face à ce Kasseral, même tout seul.
J'ai vraiment l'impression que C17 était face à lui sans pression, alors que Caceral utilisait pas mal de techniques de niveau de plus en plus élevé, là, comment il appelait ça, les Justice Bomber ou des conneries comme ça, qui avaient l'air pas mal chargés et condensés en termes de quantité et de puissance de ki, mais ça n'a servi à rien. Et derrière, on repasse sur Goku qui est toujours en train de galérer face à ce mec qui n'arrête pas d'augmenter son poids. Et là, une de mes petites prédictions qui s'est réalisée, et je m'attendais pas forcément à ce que celle-ci se réalise pour de bon, comme quoi Goku cette fois-ci ne se sauvera pas lui-même, mais sera sauvé par quelqu'un d'autre. Et ça a été C18 qui l'a sauvé. Et même si on n'a pas vu Goku se remettre en question, je trouve que le message est fort, comme quoi Goku devrait vraiment faire attention à ce qu'il fait. Bon, je me doute que tôt ou tard, il aurait réussi à se libérer de ça, Goku n'était que dans sa forme de base. Probablement qu'en libérant l'énergie du SSJ2, ça aurait suffi à se dégager. Et voilà, derrière SSJ3, SSJ Blue, machin, ça suffisait très amplement pour se dégager de tout ça. Je pense pas qu'il y ait trop de difficultés. Mais quand même, je pense que cette mise en scène-là nous montrait que Goku risque de faire des conneries. Imaginez là, que à la place de cette petite coccinelle et du mec avec la tête bleue, ça soit Toppo qui le tienne et Jiren en face de lui. Goku va passer un très mauvais moment. Et c'est pas C18 qui pourrait le sauver. Mais en tout cas, la scène était cool et j'ai bien aimé, justement, la manière dont C18 va droit au but. C'est-à-dire qu'il y a Goku qui est dans la merde, elle va pas arriver et lui dire « Hé, lâche mon ami » ou je sais pas quoi. Elle lui envoie une grosse vague de ki en plein dans son dos. Et tant qu'il ne lâche pas, elle continue. Et c'est pour ça que j'ai toujours aimé les personnages de C17 et C18 pour cette espèce de froideur qu'ils dégagent. Encore plus C18 que C17, je trouve, au niveau de la froideur. C17 était quand même pas mal joueur. Et en tout cas, ça fait ses preuves. Et en plus de cette froideur, C18 a toujours l'envie d'être efficace et l'envie d'en finir vite. Comme par exemple, elle se met à tirer des vagues de ki sur Zoïra qui refait sa tornade. Et elle dit à Goku, allez, vas-y, toi aussi tire. Parce que Goku, là, il voulait juste regarder C18 en train de le faire. Et j'ai trouvé ça pas mal. Et après, bon, le combat a viré un petit peu au ridicule. Quand on a eu Tappa qui a rejoint Zoïra dans la tornade là, et au final, toujours quand je vous parlais de cette froideur et d'efficacité, Tappa finit par tomber sur C18 et il n'a pas été dit si Tappa était en train d'activer sa technique de multiplication de son poids ou je sais pas quoi, mais en tout cas C18 s'est relevé très facilement en le portant et en le balançant à l'extrémité du ring. Cette extrémité du ring s'est pétée. Alors je ne vais pas revenir là-dessus, mais pour ceux qui seraient intéressés de savoir pourquoi, d'après moi, ce ring du tournoi du pouvoir pète alors que le Daishinka nous a dit qu'il était fait en kachi-kachin, qu'il ne se casserait jamais, etc. J'ai une vidéo qui en parle et vous en avez peut-être pas entendu parler parce que les notifications ont bugué énormément sur cette vidéo-là. J'ai même hésité à la re-uploader mais je l'ai pas fait. Du coup, cette vidéo est sur ma chaîne, je vous affiche voilà à quoi elle ressemble. J'avais appelé ça les secrets du ring du tournoi du pouvoir. Si vous êtes intéressé, voilà, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Je vous y explique comment, de manière plutôt scientifique, on pourrait expliquer justement le fait que ce ring du tournoi du pouvoir se brise par son extrémité et que des couches commencent à s'enlever et tout ça. Bon, les demain, je poursuis et on revient sur ce combat de Caceral face à C17 qui ne galère toujours pas. Ce combat-là est d'une facilité extrême, même si Caceral manipule le ki et en fait des armes. Et face à toutes ces difficultés-là, et surtout face à l'élimination de son collègue, Caceral décide de fuir. Et fuir pour faire face maintenant à Caulifla et Kale. Et en gros, les Pride Troopers se la jouaient au début, en disant merde, on est que 5 et eux ils sont 3, il faudrait qu'on soit 5 contre 5. Dès qu'ils débarquent C17 et C18, ça fait du 5 contre 5. Et dès que un de leurs gars est en mauvaise posture, comme par hasard ils se rassemblent pour essayer de faire du 4 contre 2. Là ça ne les dérange plus. Bon, vous allez me dire, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, on est dans une battle royale. Mais je remarque simplement que le sens de l'honneur, ils l'ont eu que quand ils se croyaient favoris. Après, le sens de l'honneur, il est vite parti là où je pense. Bon, en tout cas, tout ça nous a mené dans une scène cool, dans laquelle Cocotte a amplifié sa zone, justement, sa Cocotte Zone d'ailleurs. Ils ont tous essayé de rentrer là-dedans, et on a eu une phase super intéressante, et j'ai adoré que la animation pense à ça, à la téléportation de Goku. Pour une fois, voilà, ce sont ces détails qui font plaisir. Et bien sûr, Goku n'arrive pas à se téléporter dedans. Donc Cocotte a quand même un pouvoir assez particulier et très intéressant dans lequel même Goku ne peut pas se téléporter ou sentir le ki de la personne. Et dedans, on a Caulifla qui n'arrête pas de se prendre des attaques de la part de tous les Pride Troopers restants. Et Caulifla est de plus en plus égratigné, abîmé, blessé. Et c'est bizarre que Caulifla ne se soit pas transformé, honnêtement. Le Super Saiyan 2 aurait pu faire pas mal de dégâts face à ces Pride Troopers, je pense. Mais on va dire que la animation ne l'a pas fait pour le bien de la mise en scène, encore une fois. Et cette mise en scène nous a amené à comprendre que Caulifla ne s'est pas sacrifié, mais quand même, je ne sais pas comment vous interprétez ça. Je ne sais pas comment vous l'avez compris, mais moi j'ai compris que Caulifla était sur le point de se sacrifier pour Kale. Elle lui a dit « je te protégerai à tout prix ». Donc en gros, elle voulait encaisser au maximum de coups, faire ce qu'elle pouvait au maximum, histoire que Kale puisse en sortir, mais sans avoir de vrai plan derrière la tête. Juste un peu comme une vraie Saiyan, je vais tenir le plus que je peux et on verra bien ce qui se passe. Et tant pis si je tombe, au moins toi tu resteras en bonne santé, c'est comme ça que je l'ai compris. Mais au final, Caulifla n'ira pas jusqu'à la phase ultime du sacrifice et ne se fera pas éliminer de ce tournoi-là. Mais en tout cas, ça va suffire clairement à réveiller et à donner un vrai déclic à Kale. Parce que jusqu'à présent, elle se laissait emporter dans sa folie, on va dire, et maintenant sa propre folie, elle l'a retournée contre elle-même.
Elle s'est tellement fâchée contre elle-même de ne pas être capable d'aider celle qu'elle considère comme sa sœurette. Je le rappelle, elles ne sont pas sœurs, elles sont juste amies, de très très bonnes amies, voilà pourquoi elle l'appelle sœurette. Et elle s'est tellement fâchée contre elle-même, je le redis, de ne pas pouvoir l'aider en contrepartie. Caulifla la protège tout le temps et Kale aimerait aussi avoir ce rôle de protection en retour pour Caulifla. Et je pense que le message est là. Des problèmes arrivent à Kale et elle a toujours eu l'habitude de rejeter la faute sur les autres. Et du coup, son énervement et sa colère est toujours ressorti sur les autres, Kiabe, Goku, machin. Et maintenant, elle l'a rejeté sur elle-même et ça a fait en sorte que quelque chose dans sa tête ne débloque pas, mais au contraire se mette en place et qu'elle puisse contrôler vraiment son ki et obtenir une nouvelle forme, j'ai envie de dire, de maîtrise, qui lui permet même d'exploser la zone de cocotte. Et honnêtement, Kale en est ressorti avec sa forme qui nous avait été montrée en février dernier, par le biais d'un artwork en février dernier dans le V-Jump, que je vous avais bien sûr révélé sur ma chaîne. C'est pour ça que, comme d'habitude, pensez bien sûr à vous abonner et activer cette fameuse cloche qui vous permettra d'être notifié en temps réel des nouvelles vidéos qui arrivent sur ma chaîne. Et j'ai trouvé cette atmosphère autour de Kale très apaisante et je l'ai trouvée elle-même très apaisée. Je sais pas comment vous avez senti ça. Elle était très maîtrisée, elle était beaucoup plus musclée que dans sa forme de base, elle avait même l'air un petit peu plus grande aussi. Et après, à quoi correspond cette forme? Sincèrement, j'ai pas envie de me prendre trop la tête. Je pense que c'est une forme Super Saiyan basique de Kale. Un petit peu comme cette forme que je vous affiche pour Broly, qui correspond à sa forme Super Saiyan en quelque sorte. Sauf que pour Broly, bon, le SSJ légendaire, ça donne ça quand il est sous sa forme basique de SSJ. Et pour une fille comme Kale, qui pour le moment est considérée comme étant en forme de SSJ originelle ou vrai SSJ, bon, il n'y a pas encore de nom de forme qui lui a été donné, ben voilà, ça donne un équivalent de ce qu'avait Broly à l'époque. Sauf que maintenant, elle a complètement ses esprits, il se contrôle totalement. Et j'ai trouvé la scène très forte et pas mal d'émotions qui nous ont été balancées là-dedans. Si j'avais un reproche à faire, c'est la rapidité à laquelle ça a été fait. Et pourtant, si vous me suivez depuis quelques semaines à peine, vous savez que je suis le premier défenseur de ces Saiyans de l'univers 6 et de leurs évolutions super rapides. J'ai été un des rares sur YouTube à même faire une vidéo pour défendre le fait qu'elle pouvait et que ces Saiyans de l'univers 6 pouvaient se transformer aussi vite et dans des transformations aussi élevées que le SSJ2 ou que la forme Brolyesque ou le SSJ1 Full Power pour Kiabe, etc. Et je continue de défendre cette idée-là et de vous dire que tôt ou tard, certains d'entre eux, Caulifla, Kiabe, atteindront des formes divines, j'en ai aucun doute. Mais pour cette forme maîtrisée de Kale, je trouve que ça a été amené super vite. Même si la scène était cool, ça ne lui enlève rien de sa coolitude, je sais pas comment on dit ça. Franchement, je pense que ça aurait mérité au moins d'attendre le prochain épisode. J'ai compris que la tour animation voulait régler le bordel et l'histoire avec les Prey Troopers et le conflit, mais il fallait quelque chose de plus. Il fallait, au moins s'il fallait que ça s'arrête dans cet épisode 101, pourquoi pas un flashback de 2 minutes, 3 minutes qui nous montre un petit peu d'histoire de fond entre Kale et Caulifla. Et derrière, une fois que le flashback est passé, on voit Kale qui est en train de reprendre ses esprits, qui se transforme dans cette forme-là. Voilà, il y a eu un petit truc pour faire du lien qui manquait, je trouve, dans cette scène-là. Mais bon, tôt ou tard, c'est là où on devait en arriver, sur cette forme de maîtrise de Kale. Mais ça n'est pas arrivé vraiment comme on pouvait le croire. On pensait que cette forme-là allait être la forme purement maîtrisée de sa forme Brolyesque, et que c'était sa forme maximale. Mais au final, on voit que Caulifla et Kale se lancent dans une bataille de vagues de ki contre les Prey Troopers. C'était une scène super belle, qui rappelle l'an dernier les combats contre Goku Black et Zamasu face à Trunks, Goku et Vegeta, et qui nous rappelle aussi le combat du trio du danger récemment face à Goku et Vegeta. Et là, ce sont deux femmes Saiyan qui se défendent, Caulifla avec son ki rougeâtre un peu orangé, et Kale avec son ki verdâtre. Et pour notre plus grande surprise, on nous fait comprendre que sa forme Brolyesque reste quand même ce qu'elle a de mieux, et elle arrive même maintenant à se contrôler et à se maîtriser sous cette forme-là. Et pourtant, elle n'a pas les pupilles, elle a toujours les yeux super blancs. La scène et l'échange de vagues de ki étaient super beaux à voir, sincèrement. J'ai vraiment adoré cette émotion-là, et de voir à quel point ces femmes Saiyan étaient mises en avant dans Dragon Ball Super, et je trouve que ça fait vraiment du bien. Et j'espère que ça mettra un petit coup dans les côtes à tous ces misogynes qui n'arrêtent pas de dire du mal sur ces femmes Saiyan, alors que c'est juste un animé et un manga en plus. Alors imaginez la misogynie qu'ils peuvent avoir dans la vraie vie. Vraiment, pour toutes ces personnes-là, il faudrait un peu revoir ses priorités. Et du coup, ça redonne de l'espoir et de la vivacité à Caulifla, qui passe en Super Saiyan 2 pour livrer l'assaut final face à ses Prey Troopers et les défoncer complètement. Et au final, ils se font tous éliminer sauf Cocotte qui s'est enfermé dans sa zone là. Après, par rapport au niveau de puissance, je sais pas trop quoi en penser, parce que la Kale de la semaine dernière aurait probablement pu se faire ses 4 Prey Troopers à elle tout seule. Donc, est-ce que Kale en a pas encore un tout petit peu sous le pied? J'ai vu plusieurs personnes dire sur internet, oui, là, je vous affiche l'image, elle est sur sa forme Broly, mais la semaine dernière, elle avait l'air un petit peu plus épaisse ou quelque chose comme ça, plus costaud. Donc, je ne sais pas, honnêtement, je vais laisser ça à votre propre jugement. Mais pourquoi pas, peut-être qu'elle en a encore un petit peu sous le pied, qu'elle pourrait mieux contrôler. De toute façon, on voit que sa forme l'épuise complètement quand elle ressort de la zone et qu'elle vont vers Goku et tout ça.
Caulifla tombe carrément. Et ensuite, la fameuse efficacité de C18 a encore frappé, étant donné que Cocotte jubile dans sa zone et C18 lui dit écoute, si je peux pas te tabasser dedans, je vais te jeter dans le monde du vide. Et c'est ce qu'elle fait. Côté Pride Troopers, il ne reste plus grand monde. Ils ne sont plus que 4. Et comme le dit leur Kaioshin, lui qui jubilait tant, rappelez-vous qu'il disait mais c'est bon, c'est sûr, notre univers va gagner. Maintenant, le fait d'économiser son énergie ne sert plus à rien. Il va vraiment falloir y aller, et pour de bon. Et même le Daishinkan parle un petit peu dans ce sens en disant maintenant que les plus faibles de chaque univers ou presque ont été éliminés, parce qu'il y a quand même des univers qui sont complets ou quasi complets comme l'univers 2, il va falloir quand même envoyer, parce que là ça se fait éliminer un petit peu pour rien des fois, par maladresse, par mauvais jugement, etc. Le temps est compté et il faut envoyer tout ce que vous avez. Et en plus, la phrase du Daishinkan était intéressante parce qu'il a dit « Maintenant, ça va devenir plus intéressant et intense ». Alors, je sais qu'il fait du teasing et qu'il aime bien amuser les Zénos, mais j'ai l'impression qu'il y avait presque une part de personnel, qu'il avait l'air presque de s'amuser lui-même en les voyant faire ça. Alors que rappelez-vous, le rôle de ces fameux anges et de ce père des anges est d'être neutre normalement, mais là j'avais l'impression qu'il y avait de l'amusement dans ce Daishinkan. Ça ne veut pas dire qu'il est gentil ou qu'il est méchant, juste qu'il s'amusait avec ce spectacle-là et qu'il était content de ce qui allait arriver. Bon, ensuite l'épisode se termine, tout simplement avec Caulifla et Kale qui repartent de l'autre côté, avec Caulifla qui tease un petit peu le fait qu'elles vont revenir mais plus fortes que ce qu'elles sont déjà. Et j'y crois, vraiment, je pense qu'elles vont encore progresser très largement, n'en déplaise à ceux qui sont contre l'évolution rapide de ces Saiyans de l'univers 6, et n'en déplaise aussi à C18 qui, elle, aurait bien voulu les finir, mais bon, C17 lui dit écoute, c'est plus humain d'agir comme ça, et de toute façon Goku n'aurait pas voulu que C18 les élimine, clairement. Et derrière, on voit d'une manière assez classe Brienne qui arrive sur son fameux rocher et qui observe la bande à Goku, à C17 et C18, et malgré tout le spectacle que viennent de livrer Caulifla, que viennent de livrer Goku et compagnie, Brienne s'avance vers eux sans vraiment avoir peur ou quoi que ce soit, et tout ça nous laisse avec pas mal d'intrigues pour cet épisode 102 à venir de Dragon Ball Super, dans lequel pas mal de personnages ont l'air d'être impliqués, mais tout ça on s'en parlera dans ma vidéo spéciale, soit analyse de preview, soit review du futur d'épisode 102. Pas mal de choses qui devraient se passer avec ces fameux gars de l'univers 2. Au final, on n'a presque pas entendu parler de l'univers 2, et je pense que ça va vraiment faire du bien de les voir en action, et peut-être enfin d'avoir du bon Vegeta qui sera mis au centre de cet épisode-là. Mais pour le moment, je vais vous remercier de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là, et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker, et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci énormément, et à plus pour de prochains arts divinatoires.